Khâr-ed-Dîn Barberousse. Au XVIe siècle, Khâr-ed-Dîn et ses frères ont terrifié les navires chrétiens dans toute la Méditerranée, par leur activité de corsaires tout d'abord, puis en s'emparant de places fortes de la côte nord-africaine, occupée par des Espagnols. De corsaire à régent d'Alger, puis à grand amiral de la marine turque, l'histoire de Barberousse se confond avec les rapports de force entre grandes puissances du début du XVIe siècle. Revenons donc sur l'histoire des frères Barberousse, et surtout celle de Khâr-ed-Dîn, et penchons-nous sur les grandes étapes qui ont mené ce modeste corsaire au statut de véritable héros de l'Empire ottoman. « 1462. L'actuelle île de Lesbos, nommée Mytilène, aux mains des Génois depuis 2 siècles, est conquise par les Ottomans, alors en pleine expansion. Un potier d'origine albanaise, converti à l'islam, et ancien marin du sultan du nom de Yakup Reis, vit avec sa femme Catalina, veuve d'un prêtre grec. Le couple, qui vit dans la pauvreté, donne naissance à 2 filles et 4 fils, Harouj, Ilyas, Ishak et Khâr-ed-Dîn, celui que l'histoire retiendra comme Barberousse. Il devient petit à son tour, mais c'est Harouj qui, dans un premier temps, devient un marin expérimenté. Il revend les poteries de son père à l'aide d'un petit bateau, avant de se lancer dans la grande aventure, la course. La course désigne les opérations navales menées par des corsaires, qui sont au service d'un souverain. Il les autorise à attaquer et piller des navires ennemis grâce à une lettre de marque, et dont une partie du butin lui revient. Le pirate, quant à lui, travaille pour son propre compte, mais les méthodes d'attaque restent les mêmes. Théoriquement, la course ne s'effectue que lorsque de puissances sont en conflit. Mais une notion plus subtile se développe, le corso, qui permet d'attaquer des navires dont la religion est différente. Le bassin méditerranéen devient alors un théâtre d'affrontements constants entre chrétiens et musulmans. La situation est particulièrement complexe et ne peut se résumer à un simple conflit entre puissances ou religions. Le commerce bat son plein entre les différents acteurs du bassin, les Italiens de Gênes ou Venise, les Espagnols de Castille ou d'Aragon. Les Provençaux commercent tout type de produits avec les rois, sultans, émirs et cheikhs de la côte nord-africaine. Sel, corail, perles, laine, cuir, blé, orge et évidemment or étaient au cœur des échanges. Mais parallèlement, la course contre ceux que les chrétiens nomment les barbaresques bat son plein. Malgré des accords interdisant cette pratique entre certains rois, comme entre Grenade et Tunis, la situation échappe peu à peu à tout contrôle. Les Ottomans, à mesure de leur conquête, commencent à essaimer la Méditerranée de corsaires, afin de pratiquer une guerre larvée contre les attaques chrétiennes constantes. La prise de Constantinople en 1453 change la donne. Désormais, les Ottomans engagent des flottes complètes. C'est dans ce contexte que les frères Barberousse entrent en scène. Harouj parvient à se faire embaucher sur un navire ottoman. Mais l'ordre de Saint-Jean, des Hospitaliers, chargé de protéger les navires marchands chrétiens, notamment vénitiens et génois, depuis leur base de Rhodes, le capture lors d'une attaque. Son frère Ilyas est tué. Harouj est détenu dans la citadelle de Bodrum, puis condamné à ramer sur une galère. Après avoir réussi à s'échapper, il prend le commandement d'un navire et embarque ses 2 frères dans l'aventure de la course. Les 3 frères sillonnent la Méditerranée et commencent à se constituer une flottille. Habiles, parlant plusieurs langues, ils offrent une partie de leur butin, esclaves et marchandises, aux émirs et sultans de la côte nord-africaine. Ils font de l'île de Djerba leur base arrière, tandis que leurs troupes de corsaires ne cessent de grandir, attirés par le prestige des Barberousse et l'appât du gain. Ils rendent compte au futur sultan ottoman Sélim Ier, alors calife, qui envoie des soldats, des janissaires notamment, pour les aider dans leurs tâches. Contre un tiers du butin livré, le sultan de Tunis leur accorde le droit de s'établir au port de La Goulette, positionné stratégiquement, et d'où ils peuvent plus facilement réparer ou construire leurs fustes et leurs galères. À partir de 1492, Isabelle la catholique impose l'expulsion du territoire des Juifs, puis en 1502, des musulmans qui refusent de se convertir. L'Inquisition espagnole bat son plein. Entre 1504 et 1510, les frères Barberousse convoient des milliers de musulmans et de juifs séfarades de l'Andalousie
vers les côtes africaines et l'Empire ottoman. C'est à cette époque qu'Haroudj obtient le surnom de Baba Haroudj, père Haroudj, qui par déformation, au fil du temps, deviendra Barbarossa, et en français, Barberousse. Une autre explication veut que ce surnom soit lié au reflet roux de sa barbe. Kheyr-ed-Din héritera de ce surnom, qui lui sera associé pour la postérité. Les frères Barberousse continuent leur activité de course en s'appuyant sur les bases arrières de la Goulette et Djerba. Ils pillent les côtes espagnoles, françaises, siciliennes ou calabraises. En 1504, ils s'emparent de 60 gentilshommes et 300 hommes d'armes espagnols près de Lipari. Ils capturent, par ruse, une galère transportant un gouverneur espagnol en 1509. Durant l'année 1512, en l'espace d'un mois, ils saisissent 23 galiotes. Une lutte sans merci éclate entre les Barberousse et les Espagnols. À partir de 1492 et la prise de Grenade, la reconquista espagnole est terminée. La péninsule ibérique, libérée. Mais au moment où l'on découvre ce que l'on pense encore être les Indes de l'autre côté de l'Atlantique, les raids barbaresques en Méditerranée entravent trop le commerce. Il paraît logique pour la très catholique Espagne de pousser la reconquête en Afrique du Nord, terre anciennement romaine et donc chrétienne sur la fin de l'Empire. La maîtrise du détroit de Gibraltar offre cette possibilité. Dès 1497, Melilla est prise. Et en 1504, le testament d'Isabelle la catholique préconise à ses successeurs de conquérir et de convertir le nord de l'Afrique. D'autant que les divisions internes et les rivalités sont nombreuses entre les familles régnantes du Maghreb, les Ouattacides de Fès, les Ianides de Tlemcen ou les Hafsides de Tunis, auxquels il faut rajouter les Bédouins et les Maures. En quelques années, plusieurs villes côtières tombent aux mains des Espagnols. Beaucoup de rois sont contraints de devenir vassaux de Ferdinand le Catholique. Mais la présence espagnole n'est pas uniforme, et se matérialise surtout par une présence militaire sur quelques places fortes côtières, et non à l'intérieur des terres. Les Barberousse ne restent pas inactifs. Ils enlèvent Gilel aux Génois en 1512. La même année, ils attaquent une autre ville, Bougie, prise en 1510 par les Espagnols. La situation est particulièrement confuse dans la région. Le roi est chassé par les Espagnols, ce qui ouvre une crise de succession. Deux royaumes sont créés par des prétendants au trône. Celui de Beni Abbès et le royaume de Koukou, par Ahmed Ben el-Hadi, qui fédère les tribus kabyles. Les Barberousse viennent finalement au secours du roi qui a fui en 1510. Ils attaquent Bougie à la tête de 1000 Turcs, aidés de 3000 morts du roi. Mais la résistance des Espagnols est acharnée. Un tir de Focono brise le bras d'Haroudj, qui doit être amputé. La campagne pour reprendre Bougie est arrêtée. Les frères repartent en course et font de nombreuses prises, d'esclaves et de butins. Une nouvelle expédition est organisée pour reprendre Bougie en 1514. Nouvel échec, bien plus grave, puisque ces navires échouent avec le reflux de la mer. Haroudj se réfugie à Djilel et se reconstitue une flotte et une armée. Mais en 1516, le destin s'apprête à lui sourire. Après la mort du roi d'Espagne, Ferdinand le Catholique, la population d'Alger se soulève contre l'oppresseur, d'autant que les Espagnols ont installé une forteresse sur l'un des îlots entourant la ville, le Peñón. L'élite commerçante n'a pas confiance en son émir, Salim el-Toumi, et envoie des émissaires aux Barberousse pour libérer Alger et leur offrir une base sûre pour leurs navires. Tandis que Kheyr-ed-Din conduit la flotte, qui se positionne devant Alger, Haroudj fait un détour par Cherchell, afin d'y déloger un corsaire concurrent, ancien allié, qui risque de devenir trop puissant. Haroudj le fait décapiter. Il entre ensuite dans Alger en libérateur, à la tête de son armée. Il commence à bombarder le Peñón, tout en renforçant ses troupes. 3 semaines plus tard, apprenant que l'émir Salim el-Toumi complote contre lui, Haroudj le fait assassiner dans son bain par un homme de main. Ses troupes dévouées l'acclament dans la ville. Haroudj devient régent d'Alger. Devant les excès des soldats sur la population, une conspiration se forme contre lui. 22 conspirateurs sont confondus, assassinés sauvagement, et leurs corps traînés dans toute la ville. Les Espagnols réagissent rapidement. 8000 hommes sont levés pour déloger le nouveau régent. Haroudj réussit à repousser l'assaut par une attaque surprise, qui décime les troupes espagnoles.
En une journée, près de 3000 hommes périssent. Souhaitant se tailler un véritable royaume, il étend le territoire à Médéa, Mildiana et Ténès. Son aura, déjà grande, s'étend dans tout le Maghreb. Les émissaires zianides du Tlemcen viennent le trouver pour les libérer. Le souverain légitime a été jeté en prison par son frère, qui s'est allié aux Espagnols. Le roi usurpateur est battu par Harouj et fuit pour Oran. Harouj libère le sultan légitime, mais le fait ensuite pendre aux galeries de son propre palais avec son turban. Il décime ensuite sa famille. Le gouverneur espagnol de Oran, le marquis de Comares, et l'usurpateur qui a fui, contre-attaquent. La forteresse de Kahala, tenue par Ishaq Barberousse, est reprise. Le troisième frère est tué lors de l'attaque. L'armée se dirige vers Tlemcen. La ville est en révolte face à la cruauté d'Harouj. Il préfère fuir la nuit, mais est rattrapé par les Espagnols. Exécuté, la tête d'Harouj est exposée sur la grande porte d'Oran, son corps cloué au mur de Tlemcen. Khaled Din est désormais le dernier des Barberousse. En hommage à son frère, il se fait teindre la barbe au henné. Après une période d'abattement, il renforce les défenses d'Alger et des garnisons dans les forts. Le nouveau roi d'Espagne, Charles de Habsbourg, futur Charles Quint, envoie un homme expérimenté, Hugo de Montcade, reprendre Alger. Une tempête décime les navires et une fois débarqués, les troupes ne résistent pas aux assauts de Khaled Din et sont taillées en pièces. Charles Quint offre 20 000 ducats à Barberousse pour la libération des prisonniers. Refus net du régent d'Alger, qui exécute 36 prisonniers. Comprenant la précarité de sa situation face à un si grand empire, Khaled Din se tourne officiellement vers le sultan ottoman, afin de devenir son vassal. Sélim Ier accepte l'hommage et lui envoie 2000 janissaires. D'autant que l'année d'avant, les Mamelouks d'Égypte ont été vaincus par les armées ottomanes, ce qui pourrait permettre de prendre en tenaille la régence de Tripoli, encore sous le contrôle hafside lié aux Espagnols. La régence d'Alger devient un véritable état d'empire. Barberousse administre Alger avec plus de soin que son défunt frère. Il ramène le calme en faisant de la ville une place commerciale où la marchandise des butins est échangée, mais aussi un lieu d'armement et de recrutement. Il s'entoure d'hommes fidèles qui administrent la ville, que l'on nomme caïds. En 1520, Khaled Din lance une expédition contre le royaume de Koukou. Il subit un grave revers sur la plaine d'Isser, ce qui ouvre la route d'Alger à Ahmed Ben el-Hadi, qui devient roi d'Alger et de Koukou. Barberousse implante sa nouvelle base à Djilel et repart en course. Il prend Kolo et pousse dans les terres jusqu'à Constantine. Il enlève la ville de Beaune l'année suivante. En 1527, il reconquiert Alger, bien aidé par l'assassinat d'Ahmed Ben el-Hadi par ses propres troupes. Il réussit enfin à prendre le Peñón d'Alger, qui résistait depuis tant d'années. Il démolit la forteresse et construit avec les pierres la jetée d'Alger, qui va devenir une base efficace pour les futures expéditions. Un nouvel exploit lui vaut les honneurs du nouveau sultan ottoman, Soliman le Magnifique. Un noble espagnol, Pedro Perandreo, est capturé par un lieutenant de Barberousse. Khaled Din envoie à Soliman l'étendard impérial et quelques chrétiens captifs. Aussitôt, Soliman confère à Barberousse le titre de Beylerbey, mais aussi de Ghazi. Du côté de l'Espagne, l'émoi est considérable. Charles Quint promet alors de détruire Barberousse et de reprendre Alger. Il lance à ses trousses le meilleur amiral chrétien de l'époque, qui va devenir son meilleur ennemi, le Génois Andrea Doria. En 1531, il débarque à Churchill, délivrer les esclaves chrétiens et pille la cité. Il fonde ensuite sur la Dalmatie et emporte quelques villes au sud de la Grèce. Soliman, en lutte contre l'empire voisin des Séfévides, préfère signer un traité de paix avec Charles Quint. Barberousse est alors appelé à Constantinople et s'y rend avec de riches présents. Perçu par certains membres de la cour comme un corsaire sanguinaire, il réussit à convaincre le grand vizir Ibrahim, puissant et influent, du bien fondé de ses actions. Dès lors, Khaled Din est installé au cœur du pouvoir, vit dans un luxueux palais, jouit d'un immense harem et souffle dans l'oreille attentive du sultan. Il est nommé amiral en chef et restructure la flotte de guerre ottomane. Le but de Barberousse est la reconquête de toutes les bases espagnoles en Méditerranée.
Avant de se rendre vers l'objectif principal, Tunis, qui résiste toujours aux Ottomans, l'escadre de 40 galères de Barberousse se rend dans le Latium, dans le but d'enlever une princesse célèbre, belle et intelligente, que l'on nomme la Scheherazade de l'Occident, Julie de Gonzague. Elle réussit à s'échapper, mais la région de Fondi est ravagée, avec comme d'habitude, une grande prise de captifs. Barberousse met ensuite les voiles vers Tunis, qui connaît une énième crise de succession. Kharaïddine s'empare assez facilement de la Casbah de Tunis. Mais l'un des prétendants au trône s'est tourné vers Charles Quint, qui envoie 25 000 hommes, dont l'amiral Andrea Doria. Après avoir assiégé la Goulette pendant un mois, Tunis tombe en juillet 1535. L'émir mis en place prête serment à l'empereur, qui entre dans la ville triomphalement. Barberousse fuit et parvient à reconstituer sa flotte à Minorque. Un grand jeu diplomatique va alors s'ouvrir, dans lequel Barberousse va influer grandement. Depuis son accession au trône en 1515, le roi de France François Ier a une obsession, un rêve italien, conquérir le Milanais. Malgré sa victoire à Marignan, les difficultés s'accumulent. Le sacre de Charles Quint, en empereur du Saint-Empire romain germanique, étend considérablement les territoires, ce qui prend la France en tenaille. La rivalité devient personnelle pour François Ier. Tout est bon pour mettre en difficulté l'empereur, et même s'allier avec des musulmans. Cette même année, des ambassades sont envoyées au barbaresque par François Ier pour qu'ils attaquent le sud de l'Italie. Et 2 ans plus tard, un émissaire traite officieusement avec Soliman. La capture de François Ier lors de la défaite de Pavie accélère le processus de rapprochement franco-ottoman. La mère du roi, Louise de Savoie, envoie une ambassade officielle chargée de présents à Constantinople. Après la libération du roi de France sur de fausses promesses, les tractations continuent. Elles aboutissent, en 1536, aux capitulations. Accord franco-ottoman permettant aux navires français de naviguer librement dans les eaux turques, et confie au roi de France la protection des lieux saints et des chrétiens de l'Empire ottoman. En 1538, Andrea Doria ruse pour s'emparer de galères turques. Il hisse un pavillon vénitien, théoriquement neutre, pour approcher les navires ottomans, puis les attaque. Soliman, excédé, déclare la guerre à Venise. Barberousse prend la tête d'une expédition qui remonte l'Adriatique pour débarquer en Italie. Parallèlement, François Ier doit attaquer par le nord de l'Italie. Mais au dernier moment, il ne le fait pas. Barberousse tente de prendre Corfou sans succès, mais ravage les îles Ioniennes, puis Cythère, Égine, Naxos et les Cyclades grecques. De son côté, le pape Paul III réussit à constituer une alliance pour lutter contre les Ottomans. Venise, les Hospitaliers et Charles Quint s'allient dans la Sainte Ligue. Une flotte commandée par Andrea Doria croise celle de Barberousse à Preveza. Kharaïddine met en déroute Doria. Venise, voyant qu'elle a trop à perdre, se retire de la coalition et traite avec Soliman. Apprenant que François Ier et Soliman avaient conclu un accord militaire en 1541, Charles Quint décide d'en finir avec le repère de Barberousse, Alger. En octobre, il mène une immense armée devant la ville, défendue par un adjoint de Barberousse, Hassan Aga. Une tempête empêche de débarquer. Les pluies torrentielles rendent la poudre inutilisable, les stocks de nourriture sont trempés. La faim et la maladie s'invitent dans les rangs. Hassan Aga réussit plusieurs sorties victorieuses. C'est un désastre pour Charles Quint, qui bat en retraite. François Ier considère que le moment est venu de porter un coup fatal à l'empereur, avec l'aide de Barberousse. En avril 1543, Barberousse part de Constantinople avec 110 galères et 40 galiotes pour rejoindre les troupes du roi de France à Marseille. Il est accueilli par François de Bourbon, comte d'Enghien. Les 2 capitaines décident en juin de porter le siège devant Nice, appartenant au duc de Savoie, qui est absorbé dans le Saint-Empire romain germanique. La ville est bombardée pendant 2 semaines, et rien n'y fait. La situation se dégrade entre les Français et les Turcs. Le siège est levé en septembre. Les Ottomans s'installent à Toulon pour l'hiver. 30 000 Ottomans vivent dans la ville. La cathédrale Sainte-Marie Majeure est transformée en mosquée. Des jeunes gens sont enlevés jusque dans les campagnes
puis vendus comme esclaves, les biens des habitants spoliés. Au printemps 1544, il faut prendre une décision. Barberousse souhaite reprendre Tunis aux Espagnols. François Ier promet alors des troupes pour l'expédition, mais celle-ci n'arrivant pas, Barberousse se montre menaçant. Il demande en plus le paiement de la solde de ses troupes au roi de France. Finalement, François Ier cède, et au prix fort. Il verse 800 000 écus d'or, des draps en soie, des vivres et munitions, pour que l'amiral ottoman parte. Ce qu'il fait le 26 mai 1544. Kharaïddine regagne Constantinople, non sans avoir ravagé et emporté captifs et butins des villes qu'il croisait. François Ier, de son côté, humilié par Barberousse et la puissance ottomane, signe le traité de Crépy avec Charles Quint, s'engageant à combattre les Ottomans. Désormais septuagénaire, Barberousse repart aussitôt en course et réussit un nouvel exploit impressionnant. Il capture à Minorque 6000 Espagnols. Il s'établit définitivement à Constantinople, profitant des plaisirs liés à son statut de héros. Il fait également bâtir un somptueux palais ainsi qu'une mosquée. Il meurt d'une fièvre en 1546. Considéré comme un corsaire sanguinaire par l'Occident et comme un héros en Orient, Barberousse est sans nul doute l'un des plus grands amiraux de la Renaissance et l'une des personnalités les plus fascinantes de son temps.